ça ressemble au bonheur. Câlin. Un câlin et je fonds. Rien à cacher? Joker n'a rien à cacher. Joker 100% jus de fruits. Joker, le fruit nu. Pour les chiens plutôt pantoufles qui veulent rester légers, il y a Friskies Forme à la volaille. Tous les chemins mènent à Friskies. Bonsoir. Vous savez que c'est une soirée exceptionnelle pour le jeu conseil Faisons la route ensemble. Vous connaissez le principe de l'émission. Je vais vous révéler le nom du gagnant de la voiture et vous pourrez téléphoner pour gagner les 3 pleins d'1 an de Super Optane en jeu. Mais ce soir, en plus, vous allez peut-être gagner notre super cadeau du mois d'août, un chèque de 100 000 francs offert par l'UAP. Vous avez été très nombreux à nous renvoyer les bulletins de participation que vous avez été chercher dans les stations Elf et Antard, chez les concessionnaires Renault, Peugeot et Citroën et chez les agents UAP. Tout de suite après le jingle, le tirage au sort de la voiture. La voiture en jeu cette semaine est une Peugeot 205 Junior. J'ouvre le bulletin tiré au sort par Maître Lavoir. Pas facile à ouvrir cette enveloppe. Voilà. La gagnante est de Madame Martine Coin de Nîmes, 30 000. Voilà. Sur le bulletin de Madame Coin, le classement des 3 conseils sécurité routière était numéro 1, la vitesse. Le numéro 8, la ceinture. Le numéro 6, la fatigue. Regardez bien sur la partie du bulletin que vous avez conservé. Si votre numéro imprimé est ici le 186, appelez tout de suite le 42 48 1 2 3 4. Les 3 premiers appels gagnent 1 an de Super Optane gratuit. Au dos de votre bulletin, il y avait un test de vos connaissances sécurité routière. Une des 9 questions était: il y a des types d'accidents où il vaut mieux ne pas avoir attaché sa ceinture. Vrai ou faux? C'est faux. Attachez toujours votre ceinture dans tous les types d'accidents. Elle sauve la vie, à l'avant comme à l'arrière, en ville comme sur la route. Et voici le moment de la révélation du gagnant de 100 000 francs offert par l'UAP. C'est peut-être votre bulletin que je suis en train d'ouvrir. Le gagnant est effectivement Monsieur Dailly. Monsieur Dailly qui habite à Amiens. Monsieur Dailly, l'UAP est heureuse de vous offrir un chèque de 100 000 francs. Et en plus, grâce à vous, l'UAP remettra à l'hôpital de Garches du matériel pour la rééducation des accidentés de la route. Félicitations, Monsieur Dailly, et continuez d'être attentif aux conseils de la sécurité routière. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission du jeu conseil Faisons la route ensemble. Envoyez-nous vite vos bulletins. Il y aura de nouveau une voiture à gagner et 3 pleins d'1 an de Super Optane. Bonsoir et faisons la route ensemble. Déjà dans les salles, Le soleil même la nuit, de Paolo et Vittorio Taviani. À la veille de ses noces, le baron Sergio Giuramondo apprend que sa fiancée a été la maîtresse du roi. Il décide de se faire moine, puis effectue un choix radical et devient ermite. Non sono riuscito a trovare quello che cerco, la più alta perfezione sia interna che esteriore. Ti fai monaco? Scusa. E se almeno un uomo, anche un solo uomo, si isolasse dal mondo per pensare a tutti gli altri, potremmo forse ancora sperare. Io lo so perché lo fa, per trovarsi più in alto di chi l'ha umiliato. E io devo essere sincera con te. Io ho già voluto bene. Sì a lui, a Re Carlo. Io ho rinunciato al mondo perché voi mi volete ancora mettere in mostra. Mi sono perduta. Già. Non siete così terribili come dicono. Nessuno verrebbe a saperlo. Ho l'impressione che io debba ringraziarti. Io mi impongo di essere umile, ma in fondo all'anima non smetto di giudicare. Perché hai paura? Sapete, vi ho visto in sogno. In sogno? Vedevo che posavate la mano così. Se tu non fossi malata, direi che sei il diavolo. E se anche fosse, che importa?
Déjà dans les salles, Faux et usage de faux, avec Philippe Noiret et Robin Renucci. Un écrivain de renom, ne supportant plus d'être un auteur qu'on achète et qu'on ne lit pas, décide d'écrire tout autre chose sous un autre nom et choisit son petit cousin pour incarner cet autre personnage. La littérature a toujours été pour moi une nécessité, dont l'urgence absolue a tout balayé. Vivre, c'est s'exprimer. J'ai un secret à te confier. Je suis peut-être en retard, mais ce soir, on va parler 2 fois de moi. Tu te souviens de la signature et de l'orthographe? Ils veulent un auteur en chair et en os, alors je leur en donne un. Si des gens ont pris ça pour une blague, c'est tant mieux. Je n'ai pas fait ça pour les gens. Moi, je sais que ça n'était pas une blague. Le prix Goncourt a été décerné à l'unanimité. C'est dégueulasse, ce que vous faites. Un jeune auteur apparaît, il a du succès, un prix, et vous vous dépêchez de lui couper les couilles. Il y a un vieux derrière qui écrit à sa place. Mercredi dans les salles, La gloire de mon père, un film d'Yves Robert d'après l'œuvre de Marcel Pagnol. Les souvenirs d'enfance du petit Marcel, ses vacances en famille dans les collines, les parties de chasse avec son père et la magie des paysages de la Provence. Je sentis naître un amour qui devait durer toute ma vie. Lily savait tout. Le temps qu'il ferait, les sources cachées. Une source, ça se dit pas, même à moi. La Partavelle. Qu'est-ce que c'est? Papa. Il les a tués! Ouvrez les yeux! Il les a tués! Ici, le bonheur coulait de source, simple comme bonjour. Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie. J'aime votre façon de la lire. Je ne suis pas là, mais vous pouvez laisser un message après le bip. Allô, c'est moi? Oh, je sais que t'es là, décroche. Tu sais bien que j'aime pas parler à un répondeur. Après ce que tu m'as fait hier soir, tu peux encore te regarder en face, en plein milieu du dîner, devant tous ces gens, demander du Schweppes Light, sous prétexte que tu me bois plus que ça. C'est pas sérieux. Bon, allez, je te pardonne. Décroche maintenant. Schweppes Light pour se faire légèrement remarquer. Aujourd'hui, les femmes gardent la tête haute parce que Canard WC de Johnson a un coup de canard pour aller sous les rebords à votre place, détartrer, désinfecter et désodoriser vos WC. Et si après vous avez encore la tête en bas, c'est que vraiment vous le faites exprès. Canard WC, canard futé. Porte
la Fiat Panda, on la veut à 37 900 francs. Eh ben, on l'a eu à 37 900. On a cédé sur rien. Alors bon, à tout hasard, on va se mobiliser, mais on ira en Panda. Fiat Série Pop, il y a moins bien, mais c'est plus cher. Il faut partir d'ici, s'arracher au bercail, admonester les dieux du funeste dessein qui frappe mon poitrail. Je ne peux la quitter. Eh, tu viens déjeuner? Il n'y a que maille qui maille. Moutarde fine de maille. Et sa moutarde fine m'invite à faire ripaille. Il faut enterrer sa vie de limonade avec panache. Allez, on attaque? Laisse, c'est moi qui attaque. Je suis plus fort que toi. T'es peut-être très fort, mais pas autant que mon nouveau Samar Ménage. Et oui, Samar Ménage, il est plus fort que lui. Plus fort pour nettoyer, plus fort pour dégraisser. Il est plus fort pour faire briller. Oui, vraiment, Samar Ménage, avec lui ça déménage. Et puis pour la fraîcheur, le parfum, quel bonheur. Parfum citron vert ou pain des Landes, c'est super. Vraiment très fort, le nouveau Samar Ménage. Café velours noir, si doux. Si fort. Mariage de la force et de la douceur dans un même café. Velours noir, pur arabica, si doux et pourtant si café. Madame, les légumes, vous les aimez cuits vapeur en version originale? VO, le légume vapeur en version originale. VO. Sois le bien. Oh là là, quelle poisse! Regardez ces taches. Vite, vite, à la laverie. Mire-Couleur peut-il vraiment enlever toutes ces taches? Mire-Couleur est-il aussi efficace qu'une lessive classique contre les taches? Vous allez voir, ils sont tous les deux propres, mais avec cette lessive classique, c'est tout délavé. Avec Mire-Couleur, les couleurs restent éclatantes. Mire-Couleur, dur avec la saleté, tendre avec les couleurs. Chamousse, c'est un vrai savon. Un savon qui offre une hygiène parfaite et qui lave en douceur, parce qu'il a toute la simplicité naturelle du vrai savon. Chamousse, la propreté naturelle du vrai savon. Voici la nouvelle éco-recharge Soupline. Fini la vie de chien pour faire les courses. Petite, facile à porter. 1 litre donne 3 litres de douceur Soupline. Et son carton laisse moins de déchets dans l'environnement. L'éco-recharge Soupline, un progrès dans la vie domestique. Soupline et le monde est plus doux. Qui c'est ton père? Celui-là. Se découvrir papa quand on aime séduire. Quelle tuile.
Moi, pas papa. Une histoire tendre et folle, aux couleurs de la vie et de mes aventures. Qu'est-ce qu'ils veulent, mec? C'est la mafia? Je suis chargé de l'enquête, figurez-vous. Police, papier du véhicule. Bah alors tu sais comment on fait les enfants? Ouais, quand on fait pas attention. Louis Rigaud, dans un polar de charme, personne ne m'aime, sur la une. Dans quelques instants, les dernières informations de ce dimanche en compagnie de François Bachy. Des sonates de Beethoven, Schumann et Bach sont au programme du concert que vous propose le pianiste Christian Zacharias. Concert enregistré aux rencontres internationales de piano de la Côte Basque dans le cadre des festivals de l'été en France. Rendez-vous tout à l'heure sur la une à 1h-10. Misère et désespoir, c'est le coup de 3 ans de guerre cruelle et sans merci. Pour l'homme à poigne, les conflits familiaux s'ajoutent aux luttes pour survivre et l'avenir reste gris à 2h du matin. Mais tout de suite, c'était TF1 Dernière que vous présente François Bachy. Bonsoir, c'est bien sûr toujours la crise du Golfe qui fait la une de l'actualité. Et cela même si ce week-end, qui devait être celui de tous les dangers, a finalement marqué la première pause dans la montée des tensions. Depuis hier soir, on sent bien que le temps de la diplomatie semble être arrivé. Réalité ou manipulation irakienne, nous allons y revenir. Toutefois, la réalité sur le terrain, c'est d'abord celle des otages occidentaux, et notamment français, détenus à Bagdad. Aujourd'hui, 8 nouveaux Français ont été priés de s'installer dans des hôtels de Koweït. Cet après-midi, Patrick Poivre d'Arvor a pu voir les otages français dans la capitale irakienne. Voici la correspondance qu'il a pu nous envoyer peu avant 20h. Malgré le raidissement des autorités irakiennes au Koweït, il faut dire qu'ici rien n'a vraiment changé pour la situation des otages occidentaux et en particulier français. Il est sûr que le moral est forcément plus bas que lorsque nous sommes arrivés la première fois il y a une semaine, et ce malgré le bienfait que leur apporte quotidiennement l'écoute assez brouillée des messages de leur famille sur Radio France Internationale. Mais à Bagdad, les otages restent toujours libres de leur mouvement. Ils ont même pu récupérer leur passeport sans avoir bien sûr le droit de quitter le territoire. L'ambassade contrôle bien la situation et aucun d'entre eux ne s'est réfugié, comme c'est parfois le cas ailleurs, dans les locaux de la représentation diplomatique. Je crois même pouvoir vous dire que les fameux 33 Français dont on était sans nouvelles depuis 8 jours et qui seraient en fait 34 n'auraient jamais quitté Bagdad et donc n'auraient pas été envoyés dans des sites stratégiques exposés en cas d'attaque extérieure. D'après notre enquête, ces Français qui ont été interceptés à Koweït juste après l'invasion du 2 août seraient toujours, en partie ou en totalité, à l'hôtel Melia Mansour à Bagdad, même si personne ne peut entrer en contact avec eux. La situation des diplomates français à Koweït est-elle bien entendu tout à fait différente? Ils sont une demi-douzaine à rester retranchés dans l'ambassade. On m'a précisé qu'ils avaient dû vivre pour environ 2 mois et ils font preuve de beaucoup de détermination dans un climat très difficile. Oui, un climat très difficile à l'ambassade de France et bien sûr dans les autres ambassades occidentales également. C'est la guerre d'usure, toujours des coupures d'eau, d'électricité ou encore de lignes téléphoniques. Mais sinon, je vous le disais, aujourd'hui, de part et d'autre, des mains se sont tendues. Jeudi prochain, à Amman, dans la capitale jordanienne, Javier Pérez de Cuellar, le secrétaire général de l'ONU, rencontrera Tarek Aziz, le ministre irakien des Affaires étrangères, ce qui pourrait d'ailleurs précéder une rencontre Pérez de Cuellar, Saddam Hussein. Isabelle Vaillancourt, vous êtes en direct avec nous depuis Washington et on n'a pas l'impression que les autorités américaines se réjouissent des initiatives diplomatiques du secrétaire général de l'ONU. Alors c'est vrai François, effectivement Washington vient de réagir avec une certaine froideur et même un certain scepticisme aux propositions de négociation faites par le secrétaire général de l'ONU, M. Pérez de Cuellar. Une attitude qui reste très prudente. On craint une manipulation de la part de l'Irak. Et puis, on a du mal à imaginer ce que pourrait obtenir M. Pérez de Cuellar, puisque les États-Unis restent toujours sur leur position extrêmement ferme s'il doit y avoir la moindre amorce de dialogue, la moindre amorce de négociation. Et le président Bush l'a encore répété cet après-midi depuis sa résidence dans le Maine. En effet, oui aux discussions, mais il n'y aura pas de compromis, c'est-à-dire pas de négociation tant que les troupes irakiennes n'auront pas quitté le Koweït. Et c'est pour cela qu'on a du mal à imaginer ce que M. Pérez de Cuellar
pourrait obtenir de la part des Irakiens. Cela dit, il est vrai que M. Descollières a déjà obtenu une première chose, à savoir ce rendez-vous dont vous parliez jeudi prochain dans la capitale jordanienne, à Amman. En plus, on connaît les relations très étroites entre les deux hommes. Ils s'étaient retrouvés, ils avaient négocié la fin de la guerre entre l'Irak et l'Iran. Oui, Isabelle, on a aussi l'impression que le temps peut être une arme pour Saddam Hussein. Est-ce que Washington ne craint pas justement que l'opinion publique se lasse un petit peu ? En fait, il y a deux éléments dans l'attitude américaine à l'égard de George Bush. Il y a d'abord, et cela on ne peut pas le nier, c'est tous les jours à la une des journaux américains, un soutien massif de la population à l'égard de George Bush. Mais plus exactement, c'est un soutien à l'égard de la position, à l'égard de l'attitude qu'il a depuis le début de la crise, la façon dont le président gère la crise. Un soutien également au déploiement massif des Américains en Arabie Saoudite, puisque c'était une sorte de déploiement défensif. Mais c'est vrai que le soutien à George Bush n'est pas du tout un soutien aveugle. Ainsi, 80% des Américains se déclarent hostiles dans un sondage apparaître dans Newsweek, hostiles à une intervention militaire dans l'immédiat. Ils espèrent que l'on peut encore trouver peut-être une issue diplomatique, même si elle semble de plus en plus précaire. Et puis, les Américains n'aimeraient pas que leur pays soit les premiers à engager l'offensive. Alors, tant que Saddam Hussein ne lance pas d'offensive, ils aimeraient que les Américains restent dans cette position. Merci Isabelle. À Moscou, le ton a été un peu plus modéré aujourd'hui. Édouard Shevardnadze, le ministre des Affaires étrangères, l'a annoncé. L'URSS n'a pas l'intention d'utiliser la force pour faire respecter l'embargo contre l'Irak. En gros, les Soviétiques s'en remettent pour cela aux Américains. Édouard Shevardnadze recevait aujourd'hui Roland Dumas, la France qui est un petit peu le trait d'union entre les positions américaines et soviétiques. Dominique Bromberger a demandé au ministre des Affaires étrangères français s'il pensait qu'une solution négociée était encore possible. On peut toujours estimer qu'il reste une chance. Elle s'amenuise avec le temps et avec l'escalade. D'aucuns s'emploient à faire que les chances soient sauvegardées. On ne peut donc pas perdre l'espoir. Mais il faut quand même se préparer au pire. Les forces, elles, continuent d'affluer dans le Golfe. Pour les États-Unis, l'opération Bouclier du désert est déjà la plus vaste opération logistique depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça dépasse ce qui avait été fait pour le Vietnam. En ce qui concerne la France, aujourd'hui, 200 hommes de l'escadron du 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes ont quitté l'aéroport de Toulouse. Vous les voyez, destination Abu Dhabi, mission instruction et reconnaissance. Ce détachement est spécialement équipé pour se protéger contre les armes chimiques. Mais l'autre obstacle qu'il rencontrera sur place, c'est la chaleur. Hier encore, des volontaires des Émirats arabes unis, pourtant habitués, se sont évanouis sous la chaleur du soleil au cours de l'entraînement. Explication Pierre Ly. Pour rester à 37 degrés, l'organisme humain doit sans cesse éliminer de la chaleur. La sueur participe à cette déperdition et dans la fournaise du désert d'Arabie, la consommation d'eau recommandée aux soldats américains dépasse 2 litres à l'heure. Mais si on place l'organisme dans les conditions de la guerre chimique où il ne peut plus perdre la chaleur qu'il produit, il risque bien plus que la déshydratation et l'insolation. Quand vous avez non seulement le masque à gaz, mais en plus la tenue dite NBC, c'est-à-dire une tenue étanche, eh bien vous êtes un petit peu comme dans une cocotte minute, si vous voulez, et bien évidemment vous ne pouvez plus perdre vos degrés en quelque sorte. De cette façon-là, vous facilitez bien sûr le coup de chaleur. Il va y avoir une part de déshydratation, bien sûr. Il va y avoir une température du corps qui va monter au-delà de 41 degrés. Et on sait qu'à cette température extrême, normalement, on ne peut pas survivre. Les médecins de la Mecque, pour ne pas quitter le théâtre des opérations, ont mis au point un appareil qui permet aux pèlerins qui subissent ce coup de chaleur, puisque là-bas c'est en permanence, de pouvoir se refroidir. Pouvoir se refroidir. Mais où trouver en plein désert l'appareil inventé pour les pèlerins? Alors, l'armée américaine fait comme elle peut. Les pays de l'OPEP étaient eux réunis ce soir à Vienne. Objectif, essayer de faire face à l'impact de la crise du Golfe sur le marché pétrolier. Le ministre koweïtien des Finances était là. Plusieurs membres de l'OPEP sont d'accord pour augmenter leur production et remplacer les millions de barils du brut irakien et koweïtien qui sont bloqués par l'embargo. Les manifestations qui ont repris dans plusieurs pays de l'Est, des manifestations anticommunistes dont les plus importantes ont eu lieu à Sofia, en Bulgarie, où le siège de l'ex-parti communiste a été incendié. Autre manifestation en Roumanie et en Lituanie. Les principales informations internationales en images avec Claire Auberger.
Violente manifestation à Vilnius. Pour protester contre le pouvoir soviétique en Lituanie, près d'1 millier de personnes se sont rassemblées dans le centre-ville, mettant le feu à la statue de Lénine et décrochant des plaques commémoratives des héros communistes. Plusieurs confrontations avec la police ont eu lieu sans incident grave. Intervention musclée également de la police à Bucarest. Munis de boucliers et de matraques, les forces de l'ordre anti-émeute ont fait fuir des manifestants rassemblés place de l'université. Depuis 5 jours, des mouvements d'opposition au régime en place se succèdent. 80 personnes ont déjà été interpellées. Brian Kinan retrouve son pays après 4 ans et demi de détention au Liban. Fatigué mais en bonne santé, il est descendu de l'avion entouré de sa famille. À son arrivée, il embrasse chaleureusement le Premier ministre irlandais et salue avec émotion les 500 personnes venues l'applaudir à l'aéroport de Dublin. Et puis un dramatique accident dans les mines yougoslaves. 178 mineurs ont été ensevelis au fond de la mine, et ceci à la suite d'une explosion qui a eu lieu la nuit dernière. D'après les spécialistes, il n'y a hélas plus de chances de retrouver des survivants. Marie-Christine Pierre. À Kreka, à 140 km à l'ouest de Belgrade, les sauveteurs continuent leurs recherches, sans grand espoir. 8 corps ont été extraits de la mine, mais 170 mineurs environ sont toujours bloqués à 200 mètres de profondeur. C'est la plus grande catastrophe minière en Yougoslavie. L'explosion s'est produite hier, dans la nuit. On n'en connaît pas encore la cause, sans doute une nappe de méthane ou de suie. La déflagration a été d'une extrême violence. Elle a détruit les conduits d'air et les cages d'ascenseur, ce qui rend très difficile le travail des sauveteurs. Des blocs de béton ont été projetés à des centaines de mètres de là. 2 mineurs ont survécu malgré de graves brûlures, mais ce soir, il reste peu de chances de retrouver leurs compagnons. Les sauveteurs craignent de nouveaux éboulements. En France, après le drame de la sécheresse, des inondations, hier à Douai, vous allez voir les images qui permettent de mesurer l'ampleur des pluies qui sont tombées dans cette ville du Nord. Fort heureusement, pas de victimes, mais bien sûr, on imagine de nombreux dégâts. L'eau a atteint 1,20 m dans les sous-sols du bas de la ville. Et puis en Martinique et en Guadeloupe, l'alerte numéro 1 du plan Orsec cyclone a été déclenchée. Le cyclone Gustave doit passer à proximité de l'archipel. Ce cyclone est d'une intensité de 1 sur une échelle qui va jusqu'à 5. Sport, et d'abord les sports mécaniques. Hervé Matou, en commençant bien sûr par la Formule 1, le Grand Prix de Belgique a eu du mal à démarrer et Senna a encore marqué la différence. C'est la 5e victoire de Senna de cette saison. Senna qui s'est imposé sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique, à l'issue d'une course mouvementée qui a eu en effet du mal à démarrer puisqu'il a fallu 3 départs. Sur le premier feu vert, tout semble bien se passer, mais vous allez le voir, Nigel Mansell, le coéquipier d'Alain Prost chez Ferrari, va faire un travers, obligeant les organisateurs à donner un nouveau départ. Ce nouveau départ, le voici, et là, même scénario. Cette fois-ci, c'est un accrochage entre De Cesaris et Martini. Il faut donc remettre ça une 3e fois, et cette fois sera la bonne. Les 2 McLaren de Senna et Berger prennent la tête devant la Ferrari d'Alain Prost. Prost qui va passer Berger peu avant la mi-course pour prendre la 2e place. Quant au Belge Thierry Boutsen, que l'on donnait parmi les favoris, il va abandonner, moteur cassé. Voici donc l'arrivée du Brésilien, 2 retardataires et puis la Ferrari d'Alain Prost. Berger est 3e, Nannini 4e. Et au classement du championnat du monde, Senna compte désormais 13 points d'avance sur Alain Prost. Mais le prochain Grand Prix aura lieu le 29 septembre à Monza, c'est-à-dire sur les terres de Ferrari. Et puis il y avait donc également des Grands Prix de moto cet après-midi à Brno, en Tchécoslovaquie. En 500 cm3, on connaît désormais le nom du champion du monde. Il s'agit de l'Américain Wayne Rainey, qui s'est assuré le titre grâce à sa 7e victoire de la saison. En revanche, en 250 cm3, le suspense reste entier. C'est l'Espagnol Carlos Cardus qui a remporté le Grand Prix de cet après-midi, mais l'Américain Kosinski garde toutes ses chances pour le titre. Quant au Français Dominique Sarron, il a terminé à la 5e place à Brno. Voilà, après le moteur, la voile, à la Trinité-sur-Mer avait lieu le premier trophée des champions. Premier Serge Madec et Rémi Pelletier a suivi pour nous cette course. 7 skippers français ayant acquis leur lettre de noblesse dans les courses océaniques font le spectacle dans la baie de Quiberon. Véritable funambule sur la crête des vagues, ils régatent le Mont-Rodan. Leur arme, un catamaran de 8,50 m. Avec des pointes de vitesse à 20 nœuds, ils sont conscients des risques. Ça peut être dangereux.
Ah, ce sont des bateaux assez délicats. On a encore failli se retourner carrément chavirer juste sur la ligne d'arrivée. C'était juste pour faire joli le spectacle un petit peu. En course, on savait la victoire assurée. Mais il faut faire bien attention. Ces bateaux-là ont été faits seulement et spécialement pour le Trophée des Champions. Uniquement. Ils serviront pour des gens qui savent en faire, mais il est vrai qu'il faut faire bien gaffe. Ça peut se retourner en quelques secondes. C'est la raison pour laquelle les deux équipiers vont au trapèze pour essayer de rétablir un peu l'équilibre. Mais il y a une telle surface de toile sur ces bateaux que déjà c'est difficile à contrôler quand il y a du vent. C'est pour ça qu'hier on avait un peu de problème, on était un petit peu léger. Mais c'est génial. Génial, oui. Loïc Perron, en remportant la dernière manche, remonte au classement. Mais au général, c'est le spi vert qui gagne. Le spi vert, c'est celui de Serge Madec, le recordman de la traversée de l'Atlantique. Le vainqueur du trophée Clairefontaine vous salue. Pour terminer, de bons résultats français. Tout d'abord, la première médaille d'or au championnat du monde de cyclisme qui se déroule actuellement au Japon. C'est Laurent Biondi qui a remporté l'épreuve par points professionnels. Il s'agit bien entendu de cyclisme sur piste. Et puis enfin, en canoë, il y avait des épreuves de Coupe du Monde de slalom en Yougoslavie. Et le Français Carlo Falocci a pris la 2e place. Merci Hervé. Que ceux pour qui les vacances ne sont pas tout à fait terminées m'excusent. Je vais déjà vous parler de rentrée, mais d'une rentrée qui est quand même bien agréable, celle du théâtre, les reprises, les nouvelles pièces. Prenez votre agenda et notez ce que vous allez voir à la rentrée officielle des spectacles signés Dominique Darzac. Décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi se touche. Star parmi les stars, Belmondo sera un des premiers à reprendre du service et remettra son nez de Cyrano au théâtre Marigny dès la mi-septembre, tandis qu'Emmanuel Béard sera à nouveau Célimène dans le Misanthrope qui s'installe à la Porte Saint-Martin. Claude Brasseur et Claude Rich recommencent à souper au théâtre Montparnasse. Couvert. Le couple Dux-Birkin, avec quelque part dans cette vie, reprend son duo d'hostile tendresse au Gouffre parisien et Annie Dupéret et Bernard Giraudot déménagent le leur au théâtre Édouard VII. Charlotte de Turckheim, elle, s'installe au théâtre Antoine pour raconter ses histoires de famille. Parmi les nouveaux spectacles, le 13 septembre, à la Comédie des Champs-Élysées, nous retrouverons Lumina Michael et Robin Renucci, couple du très fameux Soulier de satin, dans L'Officier de la garde, une comédie hongroise sur la jalousie. Après avoir fabriqué des mokas la saison dernière, Claude Pieplu se fait soldat au théâtre La Bruyère pour livrer une guerre aux asperges concoctée par Pierre Louqui. Jacqueline Maillan a quitté les fleurs de son jardin pour le théâtre de la Renaissance où, dans La cuisse du Stewart de Jean-Michel Ribes, elle retrouve Henri Virlejeu, son partenaire de Croque-Monsieur. Un partenaire qui a pris 26 ans, moi aussi d'ailleurs, lui on ne le dirait pas, moi encore moins, mais je suis ravie parce que nous avions joué 3 ans ensemble, Croque-Monsieur, une création superbe. Bon, alors il a mûri, moi j'ai mûri, nous avons fait chacun notre chemin, et là, j'avoue qu'être réunis me remplit d'aise. Au mois d'octobre, Delphine Seyrig, que nous n'avions pas vue au théâtre depuis Un jardin en désordre, sera Laetitia, un guide de château imaginatif et désopilant au théâtre du Rond-Point. Et Nicole Garcia, qui a achevé son premier film Un week-end sur 2, sera la partenaire de Jean-Pierre Mariel dans Le Partage de midi au théâtre de l'Atelier. Enfin, à ne pas manquer Daniel Auteuil, qui, après avoir fait les beaux soirs du Festival d'Avignon, fera ceux du Théâtre de Nanterre avec les Fourberies de Scapin. Ainsi, entre reprise et création, nos stars nous feront rire et rêver. Nous en avons bien besoin. Mais qui diable allait-il faire dans cette galère? Et maintenant, pour rêver, Catherine Laborde qui vous donne les nouvelles de la météo. Et demain matin, dès 7h, Jean-Michel Lelio pour les premières informations. À 13h, Jean-Pierre Pernaut. Bonne nuit à tous. À vendredi prochain. Les infos par téléphone au 36 6 5 4 3 2 1. 24 heures sur 24, retrouvez toute l'actualité. Les infos avec TF1 36 6 5 4 3 2 1.
Bonsoir. Beaucoup d'humidité dans l'air aujourd'hui, mais bien peu de pluie. Oh, bien sûr, par-ci par-là, une forte averse, comme à Lille, par exemple, hier, 34 mm. Beaucoup d'averses dans certains endroits, mais peu de pluie. Des averses qui ravinent le sol sans le pénétrer. Regardez avec moi ces nuages d'orage sur l'animation de Météosat. Les voilà qui ont surtout occupé aujourd'hui l'est du pays. Beaucoup d'orages, d'averses sur le Morvan, et puis en soirée plutôt sur le sud, sur les Pyrénées, sur le sud du Massif central, et puis sur la Corse. Et regardez ce qui arrive ici, qui va venir effleurer demain le nez de la Bretagne et du Cotentin. Seulement effleurer, et seulement la Bretagne et le Cotentin, parce que les pressions remontent sur l'ouest du pays. Voici donc les prévisions de Météo France pour demain matin. Beaucoup d'humidité, je vous l'ai dit, trace des orages d'aujourd'hui, donc beaucoup de brume et de brouillard sur l'ensemble du pays, ce qui fait qu'on aura une France blanche, villes et campagnes. Mais sur l'est du pays, davantage de nuages qui ne donneront pas d'orage le matin, mais